La révolution numérique détruira-t-elle notre civilisation? C'est une question très inquiétante, un peu catastrophiste même dans sa formulation, même si ceux qui ont un peu lu ce que j'écris savent que le catastrophisme, c'est pas tellement ma tasse de thé. Et pourtant, cependant, je crois que l'inquiétude qui est véhiculée par cette question, elle n'est pas totalement infondée. Je crois qu'en effet, nous sommes face à un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, même s'il ne s'agit pas de l'amplifier non plus, mais dans le fond, les meilleures chances que nous avons de le contourner, de le résoudre, c'est d'accepter un diagnostic sévère mais juste, comme on disait des anciens instituteurs. Et en l'occurrence, paradoxalement, cette inquiétude qui m'a saisi, mais je sais qu'il saisit beaucoup de nos concitoyens, elle vient, comme l'a excellemment rappelé André, de finalement deux bonnes nouvelles. Parce qu'il fut un temps, n'est-ce pas, où on regardait l'avenir avec un certain optimisme. Et même, cet optimisme était très majoritaire. Il suffit de regarder, je l'avais fait avec mes étudiants jadis, la façon dont les gens se représentaient l'an 2000 en 1900. Il y a toute une iconographie qui est à disposition, que vous pouvez retrouver facilement, et vous verrez que cette iconographie était globalement très positive, très optimiste. Aujourd'hui, les sondages le montrent, tous, les uns après les autres, nos concitoyens considèrent que les prochaines générations vivront plutôt moins bien que les précédentes. Et ça, c'est une première, si vous voulez. Ce pessimisme collectif est quelque chose de tout à fait saillant. Et donc, effectivement, il fut un temps où on était, et il n'y a pas si longtemps, beaucoup plus optimiste. Certains de nos ascendants, par exemple, je pense notamment à quelqu'un qui fut prix Nobel de physique, et ministre. C'était une époque, n'est-ce pas, où on pouvait être à la fois prix Nobel et ministre de la République. Je pense à Jean Perrin. Alors, je crois que j'ai prévu une slide. Je ne sais pas, c'est pas moi qui les contrôle, je suppose. Enfin, je ne sais pas qui est-ce que... Ah, c'est derrière moi, c'est ça? Ah, d'accord. Ok. Non, mais je vais le faire très volontiers moi-même. Clac. Voilà. Alors Jean Perrin, vous voyez, eh bien, il faisait ce type de déclaration. C'est un des fondateurs du CNRS. Hein, c'est un grand monsieur. Et voilà ce qu'il pensait, ce qu'il croyait. Rapidement, peut-être seulement dans quelques décades, si nous consentons aux légers sacrifices nécessaires, les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. Ouais, c'est une déclaration tout à fait technophile, tout à fait ambitieuse et optimiste, évidemment. Et on peut sourire, évidemment, à cette déclaration, mais elle n'est pas entièrement fausse. C'est-à-dire qu'il est bien vrai que si on prend les chiffres disponibles, c'est-à-dire qu'on ne peut guère remonter avant le 19e siècle, à vrai dire, mais on peut subodorer que, n'est-ce pas, il n'en allait pas beaucoup mieux au Moyen-Âge, par exemple. Ah, merci beaucoup, merci madame. Et donc, il est vrai que les progrès, par exemple, de la productivité du travail, les progrès de la médecine, avec l'augmentation indéniable de l'espérance de vie, si on prend les chiffres du 19e siècle, et bien sûr, les progrès du droit du travail qui ont permis d'entériner cette productivité technologique augmentée du travail, il ne faut pas l'oublier, bien tout cela, plus un certain nombre d'autres variables, fait qu'en effet, nous avons plus de disponibilité mentale qu'au début du 19e siècle. C'est une approximation, bien entendu, il ne faut pas prendre ces chiffres trop au sérieux, mais si on approxime sur la base des chiffres que l'on a, qui sont disponibles. On peut dire même qu'on a 8 fois plus de disponibilité mentale en France qu'au début du 19e siècle. Évidemment, parce qu'il faut intégrer aussi la variable démographique. C'est-à-dire que je prends cette disponibilité mentale comme un bien collectif, comme peut-être le trésor le plus précieux de l'humanité. Parce que cette disponibilité mentale, évidemment, elle permet pourquoi pas d'aboutir à de magnifiques symphonies, à des œuvres littéraires ou à des découvertes majeures en matière de sciences. C'est cette disponibilité mentale, bien entendu, qui est le trésor de notre créativité potentielle. C'est un chiffre un peu abstrait. Ce dont on ne peut pas douter, c'est qu'il y a une augmentation massive. Alors qu'est-ce que c'est que cette disponibilité mentale? Elle est très simple à définir. Hein. C'est les 24 heures que vous passez dans votre journée, une fois que l'on a retiré le temps consacré au travail, le temps consacré par exemple aux tâches domestiques, le temps consacré au temps biologique, comme le sommeil par exemple. Eh bien, si vous
conserver ce temps qu'il reste, on peut appeler ça la disponibilité mentale. Donc c'est cette approximation que je propose et effectivement, de ce point de vue, Jean Perrin a raison. Nous sommes en quelque sorte libérés, pas seulement par la science, par le droit du travail aussi. Et voilà, cette petite courbe montre qu'il y a une progression géométrique de cette disponibilité mentale, ce qui est une excellente nouvelle, bien sûr. L'autre excellente nouvelle, parce que vous allez me dire, que faire de cette disponibilité mentale? Parce que c'est la question fondamentale. C'est bien beau de libérer du temps de cerveau, comme disait en effet M. Lelay, je crois, de TF1, mais pour en faire quoi exactement? Eh bien, comment allons-nous nourrir cette disponibilité mentale? Eh bien, une des façons, et là aussi des chiffres, des données massives le montrent, une des façons de nourrir cette disponibilité mentale, c'est l'accès à l'information, notamment par les écrans. Ces chiffres, j'y ai abouti par exemple en étudiant les enquêtes INSEE, ce qu'on appelle les enquêtes emploi du temps, qui montrent comment nous consacrons heure par heure, sur des enquêtes déclaratives, semaine par semaine, notre temps. Voilà. Et ça permet d'avoir cette approximation. Et cette approximation, elle est à mettre en regard de la disponibilité massive de l'information. Voilà un autre fait tout à fait historique, civilisationnel, même si vous me permettez cette expression peut-être un peu pleine d'emphase, mais je crois qu'elle n'est pas exagérée en réalité, c'est cette disponibilité de l'information. Certains disent qu'on a produit plus d'informations au début des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on avait produit 150 exabits de données, ce qui est considérable. En 2010, donc 5 ans plus tard, on en avait produit 8 fois plus. Et un dernier chiffre qui donne le vertige, nous avons produit dans les 2 dernières années 90% de l'information disponible sur la Terre. Eh bien, paradoxalement, ce sont ces deux nouvelles, bonnes nouvelles, mises en regard, qui provoquent cette situation qui est très inquiétante. Cette situation qu'en effet, et je vais m'en expliquer un peu plus tard, j'ai appelée apocalypse cognitive, non pas pour annoncer une catastrophe, mais pour annoncer tout de même un fait tout à fait singulier qui va révéler un certain nombre de nos obsessions. L'obsession en tant qu'espèce humaine, nos obsessions mentales. Alors, donc, ce deuxième fait, là aussi, on peut prendre toutes sortes de données. Il peut être, par exemple, représenter cette progression géométrique de la disponibilité de l'information. Elle peut, ce qu'on appelle un proxy, être approchée par le nombre d'internautes, tout simplement, dans le monde, parce qu'il est évident que la source principale, maintenant, du recours de notre information, c'est le monde numérique. Ce monde numérique peut nous permettre de consulter la presse traditionnelle, bien entendu, les réseaux sociaux, toutes sortes de sources d'informations dont on voit qu'elles progressent extrêmement, disons, de façon exponentielle. Alors, quelle est la première conséquence de cela? Premièrement, la disponibilité de l'information. Ça, c'est une bonne nouvelle, il a été rappelé pour la démocratie. On ne voit pas qu'on ait envie de vivre dans une démocratie où les citoyens ne seraient pas informés des questions publiques. Parce qu'après tout, voter, c'est prendre une décision. Que ce soit par un vote direct ou voter par délégation pour un représentant, il s'agit évidemment de faire valoir son point de vue en tant que citoyen éclairé si possible. Donc cette disponibilité de l'information, elle est une bonne nouvelle. Sauf qu'elle provoque un deuxième effet, très intéressant aussi, qui peut aussi être d'ailleurs revendiqué comme un progrès de la démocratie, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de s'exprimer. Auparavant, sur le marché public. Auparavant, cette possibilité d'expression, elle était en quelque sorte réservée, ça n'était pas très démocratique, à ceux que la théorie de la communication appelait les gatekeepers, les gardiens du seuil, c'est-à-dire qui, je ne sais pas moi, les journalistes, les professeurs d'université comme moi, les présidents d'associations, les représentants syndicaux, les patrons d'entreprise, toutes sortes de personnes qui étaient considérées comme légitimes à prendre la parole dans l'espace public. Aujourd'hui, n'importe qui peut donner son point de vue. N'importe qui peut concurrencer, par exemple, un grand professeur de médecine sur la question de la vaccination, attendu qu'il a un compte Facebook. Il y a presque autant d'éditorialistes en France que de titulaires d'un compte Facebook ou Twitter, etc. Bon. Et cela, nous ne pouvons pas le condamner. Nous ne pouvons pas avoir le désir de revenir en arrière. Mais par contre, ça nous pose des questions d'un type démocratique nouveau et des questions absolument fondamentales. Parce qu'effectivement, vous voyez, j'aime beaucoup cette image qui le montre. Il s'est passé, par exemple, quelque chose, vous voyez, c'est le même lieu, en 2005 et en 2013. C'est dans le même endroit. Et vous voyez, il s'est passé un petit quelque chose qui est quand même relativement révolutionnaire.
c'est que, vous voyez, en 8 ans, en l'occurrence, dans la deuxième image et dans le même lieu, les individus sont porteurs d'un outil, on le voit par les petites lumières, n'est-ce pas, qui est capable d'enregistrer en direct un événement et de le verser dans l'espace public, si ces individus en ont le désir, immédiatement sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est une belle image du fait qu'on peut avoir une interprétation personnelle d'un fait qui est en train de se produire. Alors là, on suppose qu'il n'y aura pas une distorsion énorme entre ce qui est en train de se produire et la traduction qui va être proposée par les images, mais c'est un des indices qui montre pourquoi nous croulons aussi aujourd'hui sous l'information, et ce qui caractérise ce marché cognitif, je l'appelle ainsi, ce qui caractérise ce marché cognitif, c'est une pression concurrentielle que n'a jamais connue l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une telle libre concurrence entre tous les modèles intellectuels qui prétendent décrire le monde. Aujourd'hui, une théorie magique, une théorie astrologique, superstitieuse, religieuse, idéologique, scientifique, qui relève de la connaissance ou de la philosophie, sont en parfaite concurrence. La question très inquiétante, c'est de savoir si cette libre concurrence est favorable à l'expression de la rationalité. C'est ce qu'on a longtemps cru. C'est ce que même mon maître, Raymond Boudon, que vous avez mentionné, André, croyait. Et je suis sur ce point, au moins, obligé de le contredire. Ce qui ne me fait pas plaisir, mais ce qui prouve, je l'espère, que j'ai un peu d'autonomie intellectuelle. Et en effet, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que le libre marché, sur la question des idées, ne favorise pas toujours l'expression de la vérité et l'expression de la rationalité. Ce qui est en train de se produire au niveau mondial, c'est ce qu'on pourrait appeler un effet cocktail. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet cocktail ? Voilà, l'effet cocktail party, c'est un effet qui est très connu en psychologie, dont vous avez peut-être entendu parler, mais que je vous résume brièvement. Eh bien, c'est que, vous voyez, là, on est dans une assemblée collective. Alors, on ne parle pas encore, mais tout à l'heure, on parlera peut-être, ou en tout cas, avant, on parlait les uns avec les autres. Et ce qui se produit dans un cocktail ou dans une soirée, c'est que souvent, vous avez un interlocuteur face à vous, un ou deux individus. Et vous entendez ce que cet interlocuteur vous dit, et le reste des conversations constitue une sorte de brouhaha. Vous avez l'impression que votre cerveau ne traite pas cette information. En réalité, il traite cette information. Simplement, la plupart du temps, votre conscience n'est pas attirée par ce brouhaha. C'est-à-dire qu'elle ne traite pas consciemment cette information. Ce qui ne veut pas dire que votre cerveau, encore une fois, ne traite pas cette information. Et vous en apercevez facilement quand de ce brouhaha émerge un certain nombre de signes qui vont attirer votre attention. Par exemple, si votre prénom est prononcé tout à coup, Jean-Paul, si tu discutes avec quelqu'un et tout à coup, quelqu'un dit Jean-Paul. Peut-être qu'il ne parle pas de toi, peut-être qu'il parle de toi. En tout cas, il y a quelque chose dans ton cerveau qui va te commander de traiter consciemment l'information. Possiblement, ce ne sont que des probabilités, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle un effet saillant, un effet pop-up en termes de cognition. C'est-à-dire que tout à coup, ton attention va être attirée. C'est une information égocentrée. Ton cerveau te dit que si on te parle de toi, c'est intéressant. Et en effet, ça peut être une menace, par exemple, ou un compliment, ce qui fait toujours plaisir. Si, par exemple, le mot « sexe » est prononcé, de la même façon, votre attention va être attirée. Parce que la sexualité, ou tout le champ, linguistique autour de la sexualité, nous intéresse en tant que mammifères. Si un conflit éclate, si des mots relevant de la conflictualité éclate dans la soirée, de la même façon, vous allez même vous apercevoir que peut-être tout le monde va se taire, tout simplement, pour écouter ce qui est en train de se produire. Eh bien, encore une fois, ce sont des injonctions du fonctionnement très ancestral de notre cerveau qui nous commandent de trouver importantes ces informations. Parfois elles le sont, parfois elles ne le sont pas. Parfois elles relèvent de la trivialité. Or, ce qui est en train de se produire avec cette cacophonie mondiale que représente le marché de l'information, ce déferlement d'informations, c'est notre incapacité, et l'incapacité pour l'instant en tout cas des régulateurs de ce marché, à produire une éditorialisation rationnelle de ces informations. Donc peu à peu, ce qui va se produire, c'est que l'offre d'informations, pour survivre dans cette concurrence, va s'indexer
sur la demande potentielle de l'information. Et cette demande potentielle, elle va révéler certaines de nos grandes obsessions pour la sexualité, pour les informations égocentrées, pour la peur, pour la conflictualité. Pour la sexualité, je vais peu en parler, mais c'est une évidence. Les premières vidéos regardées dans le monde, et de très loin, sont les vidéos pornographiques. Que nous le voulions ou pas. Je n'ai aucun jugement moral sur ce point. Je préfère vivre dans un monde où c'est possible de regarder des vidéos pornographiques, entre parenthèses, que dans un monde où ce n'est pas possible. Mais je constate que même dans les sociétés où ce type de consultation est condamné moralement, par des instances religieuses par exemple, on a tout de même des traces numériques qui sont laissées par d'autres concitoyens ailleurs, qui révèlent que ces vidéos arrivent en numéro 1, si je puis dire, dans les vidéos qui sont consultées. Bon, Sébastien Boller dit que les numéros 2 sont les vidéos de chats. Et là, je dois dire que mes compétences sociologiques s'arrêtent. Je sais pas, à part ce qu'on appelle le principe néotonique, c'est-à-dire le fait que les chatons ressemblent beaucoup à des visages d'enfants, de bébés notamment, à cause de la saillance de leurs pommettes et de très grands yeux qu'ils ont, et que là aussi, ce serait une forme de compulsion que nous aurions d'être attirés par les choses qui ressemblent finalement à nos bébés. Nous qui sommes une espèce tout de même, qui devons veiller sur nos bébés pendant de plus en plus longtemps, même passé 18 ans, hein, je suis papa moi-même. Donc effectivement, peut-être, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais en tout cas, ce que je viens de vous dire pour les vidéos pornographiques, était vrai déjà avant Internet. 50% du trafic du Minitel, souvenez-vous le Minitel, la grande invention française, qui était d'ailleurs une belle invention en effet, qui précédait Internet, 50% du trafic du Minitel a très vite été absorbé par le Minitel rose. Alors qu'au départ, on ne destinait pas du tout le Minitel à cela, n'est-ce pas ? Bon, il y a toute une série d'étapes qui le montrent. Et alors la pornographie, je ne sais pas, on pourra en discuter, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas si c'est très important. Ce qui me préoccupe le plus, c'est d'autres éléments. Par exemple, la colère. Vous avez tous remarqué que si vous consultez un peu les réseaux sociaux, moi je me tiens assez loin de Twitter par exemple, je trouve que c'est insupportable, mais Twitter est particulièrement caractérisé par la colère. Il y a une étude qui montre, une étude sur le Weibo chinois, donc c'est l'équivalent de Twitter en Chine, et puis même d'ailleurs une étude qui a été répliquée d'une autre façon aux États-Unis, elle montre que les messages qui sont les plus viraux sont les messages qui sont assortis de l'émoticône colère. Il y a quelque chose en nous qui est attiré par l'expression de la colère. Il y a une indignation morale tous les 2 jours sur Twitter. Ça a été aussi à peu près évalué. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, ça s'emboîte assez bien dans un fonctionnement assez ancestral de notre cerveau qui fait que nous avons tendance, parmi toutes les émotions qui sont affichées sur des visages, à repérer en premier lieu un visage qui est en colère. Voilà, par exemple, ça, c'est des expériences de Louis Lemier qui le montrent. Oh, brains beware, neural mechanisms of emotional attention, qui montre que, en fait, quand on exhibe des visages avec différentes émotions, le rire, la peur, l'étonnement, etc., ce qu'on voit statistiquement en premier, ce sont les visages en colère. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif enfoui dans notre cerveau qui fait que on va détecter dans cette cacophonie d'informations, par exemple, l'émotion de la colère, assez prioritairement. Ce qui n'est pas illogique du reste, parce que vous savez que quels sont les principaux prédateurs de l'être humain ? Vous le savez tous, ce ne sont pas les requins, qui sont des créatures qui peuvent être dangereuses, mais qui tuent presque pas d'hommes. Les éléphants, par exemple, c'est amusant, ils tuent beaucoup plus que les requins. Je ne sais pas pourquoi les éléphants sont présentés dans les dessins animés, généralement positivement, alors que les requins, négativement. Attendu que les éléphants tuent beaucoup plus d'êtres humains que les requins, ce qui est assez intéressant, mais ce qui devrait donner lieu à une autre réflexion. J'ouvre la réflexion sur ce point, mais de très loin, bien entendu, les créatures qui nous tuent le plus, ce sont les moustiques. Un principal prédateur. Mais il y a encore un prédateur au-dessus des moustiques. C'est tout simplement l'être humain. C'est l'être humain qui est le principal prédateur de l'être humain. Il est donc assez logique, même en termes de logique évolutionnaire, qu'un visage en colère, qui peut représenter donc un danger, constitue une information que notre cerveau nous somme de prendre en compte. Évidemment, ça devient absurde quand nous parlons des réseaux sociaux, quand nous parlons de la colère des réseaux sociaux. Et nous savons bien que nous avons un goût pour la conflictualité, évidemment. Nous avons aussi une appétence particulière pour la peur. Vous aurez remarqué que la peur est un très bon produit médiatique.
J'avais écrit un livre avec mon collègue Étienne Géin qui s'appelait « L'inquiétant principe de précaution » pour expliquer qu'une partie du succès du principe de précaution, qui est quelquefois raisonnable, en tout cas sa partie idéologique et aussi son succès est dû au fait que, en effet, une proposition fondée sur la peur a plus de chances d'attirer notre attention qu'une autre. Une faible probabilité de risque, par exemple, va être intuitivement surestimée par notre cerveau. Notre cerveau a tendance à considérer des très faibles probabilités en les multipliant intuitivement par 10 ou 15. C'est ce que montrent par exemple les travaux de Prelec, c'est ce qu'on appelle la courbe de Prelec, et c'est une courbe de probabilité réelle et probabilité subjective, la façon dont nous les représentons. Si nous avions une représentation objective et rationnelle des probabilités et des risques éventuels, eh bien, ce serait la droite affine en pointillé qui représenterait 0,1, nous verrions 0,1, etc. Mais ce n'est pas ce qui se produit. À l'endroit, quand on se rapproche des faibles probabilités, nous avons tendance à surestimer ces très faibles probabilités. L'explication est relativement spéculative, je ne prétends pas que c'est l'explication définitive, mais du moins la psychologie évolutionniste apporte au moins une réponse qui est cohérente, possible à cette situation énigmatique, c'est de dire que, tout simplement, nos lointains ancêtres avaient des chances de survivre s'ils étaient... Enfin, ceux qui étaient parmi nos lointains ancêtres les plus paranoïaques avaient plus de chances de survivre que les autres. Si vous entendez un bruit dans un buisson et que ce n'est que le vent, et que vous ne détalez pas, très bien. Mais si vous entendez un bruit que vous supposez que c'est un prédateur, a priori, et si c'en est un, eh bien, vous aurez plus de chances de survivre que celui qui sous-estime ces risques. Ainsi, par exemple, d'une autre façon, on a pu montrer, et ça a été fait dans la revue Nature, que nous avons tendance, et c'est un invariant de l'espèce humaine, ça passe au-delà des variables culturelles, nous avons tendance à sous-estimer la distance d'un mobile qui s'approche de nous. Par exemple, si ce mobile est à 100 mètres, nous avons tendance à l'estimer à 60 mètres quand il est en déplacement vers nous. C'est une curiosité de l'esprit, mais qui s'explique assez bien d'un point de vue évolutionnaire si on considère que ceux qui détalent plus vite que les autres ont plus de chances de survivre, n'est-ce pas ? Si un prédateur s'approche de vous, qu'il est à 100 mètres, mais que votre cerveau vous dit qu'il est à 60 mètres, vous avez des chances de détaler plus vite que celui qui a une estimation rationnelle de cette distance. On voit quelquefois dans ce cas de figure que l'objective rationalité n'est pas forcément un avantage sélectif dans un environnement extrêmement hostile. Ces dispositions qui ont pu servir en un temps très lointain font que nous sommes les héritiers des peureux plutôt que des téméraires qui ont disparu. Seulement cet héritage qui a pu nous servir dans un environnement hostile devient extrêmement encombrant dans un environnement cognitif totalement dérégulé, où précisément les propositions qui vont nous être faites vont dans le sens de ce que je disais, des pentes les moins honorables de notre esprit, que normalement en tant qu'esprit rationnel nous ne pouvons pas faire disparaître, mais que nous devrions essayer de dompter, du moins dans le débat public. Mais ce n'est pas ce qui se produit précisément en raison de cette pression concurrentielle. Alors, je parlais de la conflictualité, là aussi c'est une autre curiosité de notre esprit, nous sommes très attirés par l'information relevant de la conflictualité, probablement aussi parce que nous sommes des êtres fondamentalement sociaux, nous sommes de grands singes sociaux, et donc un conflit qui éclate quelque part dans la horde peut nous concerner directement, pour des raisons de coalition. Et donc c'est une information, parce qu'elle est potentiellement menaçante, qui nous intéresse. Seulement ça peut relever de la pure trivialité. Je me suis amusé, si on peut dire les choses comme ça, et je vais passer ceci, si vous voulez bien. Et je me suis amusé à regarder qu'est-ce qui a attiré dans la carrière de quelqu'un. Alors j'ai pris d'abord par exemple Booba. Je ne sais pas si vous connaissez Booba, c'est un rappeur. C'est un rappeur qui est extrêmement célèbre, qui a une grande carrière de chanteur et qui dure depuis presque 20 ans maintenant, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Je ne dis pas que le personnage est sympathique. Du moins, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un succès tout à fait international et durable. Donc, on pourrait se dire, qu'est-ce que les gens vont chercher quand ils tapent Booba ? Alors, peut-être ils tapent Booba, c'est un ourson aussi, je crois. Mais enfin, si on accepte les recherches concernant d'autres personnages de dessins animés, on cherche le rappeur. Et à quel moment on cherche son nom ? C'est-à-dire à quel moment on est prêt à consacrer une part de notre disponibilité mentale à la recherche d'informations concernant ce personnage. Est-ce que c'est à l'occasion de la sortie d'un grand livre, d'un grand album, puisqu'il a été album de diamant par exemple? Est-ce que c'est des éléments de son œuvre? Pas du tout. Vous voyez, l'élément le plus saillant, j'ai utilisé cet algorithme qui permet de voir le nombre relatif de recherches par rapport à un nom. L'élément le plus saillant, très net,
C'est au moment où il a livré combat, où il s'est battu avec un autre rappeur qui s'appelle Caris. Alors si vous ne connaissez pas Booba, je pense que vous connaissez encore moins Caris. Mais ils se sont battus dans un aéroport, ça a bloqué l'aéroport. Voilà. Et là, donc, de très loin, c'est ce qui a attiré le plus notre attention. Les traces numériques que nous laissons dans cet univers, elles révèlent des choses qui ne sont pas forcément avouables. Moi-même, je suis allé regarder les vidéos de ce combat. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je suis le meilleur laboratoire pour tout ce que je suis en train de raconter. C'est-à-dire que je ne prétends pas du tout être dans une tour d'ivoire et me sortir indemne de cette apocalypse cognitive. Loin s'en faut. Ça me permet de l'étudier d'un peu plus près, d'une certaine façon. Mais alors vous allez me dire, oui, mais Booba, c'est un rappeur, on sait bien qu'il y a une culture du clash dans le rap, alors c'est une exception. Ok, prenons d'autres personnages qui n'ont rien à voir. Prenons par exemple Manuel Valls. C'était notre Premier ministre, vous le savez. Et Manuel Valls, il a quand même été aussi Premier ministre à un moment historique de la France, au moment des attentats, par exemple, du Bataclan, enfin des choses terribles qui ont frappé notre pays. Eh bien, c'est pas cela, c'est pas ces moments-là qui ont attiré le plus d'attention. C'est le moment où il a reçu une gifle. Vous avez peut-être déjà oublié ce fait, mais à l'époque, ça a focalisé notre attention. Le moment où il a reçu une gifle, au moment des primaires du Parti socialiste, qu'il a perdu par ailleurs. Prenons un autre personnage encore bien différent qui appartient cette fois à la sphère intellectuelle, c'est-à-dire un peu plus à la nôtre, Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, qu'on l'apprécie pas, on ne peut pas lui dénier le fait qu'il a une œuvre. Il a une œuvre littéraire, philosophique, il anime en plus une émission sur France Culture, il est très visible. Eh bien, les deux moments les plus saillants, c'est-à-dire là où on a recherché encore une fois son nom sur Google, sont des moments de conflictualité. C'est-à-dire le moment où il s'est fait expulser de Nuit debout et l'autre moment où il a subi une agression verbale dans le mouvement des Gilets jaunes, vous vous en souvenez peut-être. Bon. Donc voilà, non pas ce qui restera de la vie de ce philosophe, certainement pas, il restera son œuvre, mais n'empêche que par rapport aux traces numériques qu'il aura laissées dans cet environnement, eh bien les deux faits les plus saillants sont des faits de conflictualité. Autre élément, il y a un effet évidemment de catalogue, mais je suis obligé d'en passer par là. Autre élément, presque plus inquiétant encore, même si je ne sais pas le trier entre tous ces éléments lesquels sont les plus inquiétants, c'est le fait que, je le disais, la libre concurrence sur ce marché ne favorise pas forcément le vrai et la rationalité. Vous savez, un des grands fondateurs de la démocratie américaine, Thomas Jefferson, disait « La vérité peut se défendre toute seule ». Ce qui est amusant, c'est que cette phrase de Jefferson, elle a été mise en exergue d'un manifeste de cyber-indépendance, d'un des fondateurs d'Internet, qui croyait vraiment qu'un des apports d'Internet, ce serait que les gens échangeraient, que du coup on changerait un peu de point de vue, on serait confronté à d'autres formes d'argumentation, et que tout cela, par effet d'ajustement, aboutirait à une forme de sagesse des foules. Cette idée, on peut la moquer, mais elle était loin d'être stupide, entre parenthèses. Elle était même plutôt logique du point de vue des informations que nous possédions à cette époque-là. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Et par exemple, dans la revue Science, une revue qu'on ne présente pas, en mai 2018, un très bel article portant sur plus de 136 000 histoires qui ont été racontées sur Twitter, bien qui montre que les fausses informations sont 6 fois plus virales que les vraies informations sur ce média. D'autres collègues belges ont montré qu'elles étaient mieux mémorisées. Et ce n'est pas les déclarations récentes qu'on évoquait, je parle d'informations d'hier, de déclarations d'hier d'un de nos leaders politiques qui vont nous amener à une conclusion différente, n'est-ce pas ? Oui, cette dérégulation du marché de l'information, elle n'est pas forcément favorable aux propositions qui ne sont pas toujours très intuitives de la science. La science n'a aucun problème à se diffuser lorsqu'elle est intuitive, lorsqu'elle fait elle ne fait pas des propositions que contre-intuitives. Lorsqu'elle fait des propositions intuitives, il n'y a aucun problème pour qu'elles soient acceptées. En revanche, et c'est quand même souvent le cas, lorsque ces propositions sont contre-intuitives, elles partent avec un désavantage concurrentiel sur ce marché de l'information. Il y a un autre fait que je dois signaler, c'est que cette dérégulation, elle a beaucoup profité aussi à des groupes qui peuvent être très minoritaires, mais qui sont très motivés à faire valoir leur point de vue. Auparavant, ces groupes existaient, ces argumentaires existaient, mais ils étaient confinés dans des espaces de radicalité. Je pense aux anti-vaccins, par exemple.
Les anti-vaccins, j'ai dirigé une thèse spécifiquement sur ce sujet, et je l'ai appris à cette occasion, existent, elles sont aussi anciennes quasiment que le vaccin. Je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, mais en fait non, c'est très ancien. Simplement, ces argumentaires sont restés longtemps confinés dans des espaces de radicalité, par exemple sectaires, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de groupes sectaires qui étaient anti-vaccination. Bon, à part quelques événements très particuliers historiques, notamment à propos de la variole au Canada, etc., il y a des contre-exemples à ce que je dis, mais globalement, ces argumentaires n'étaient tout simplement pas connus du grand public. Et quand on faisait des sondages, on ne trouvait pas un taux de méfiance tel qu'on le trouve aujourd'hui, et la France est, après plusieurs enquêtes, numéro 1 mondial de ce taux de méfiance, ce qui est inquiétant évidemment, on ne trouvait pas de tels résultats. C'est que ces groupes, qu'ils relèvent, je dirais, de l'anti-vaccination ou de toute autre forme de proposition, comme la crainte, je ne sais pas moi, des compteurs Linky, que sais-je, ou même, prenons des formes encore plus exotiques, la croyance selon laquelle la Terre est plate. Ce qu'on appelle les platistes. La société de la Terre plate existe, je crois, depuis les années 50, 60. J'ai plus les chiffres, j'ai plus la date exacte en tête. Mais enfin, ça réunissait, ça réunissait peut-être même pas autant de personnes que nous sommes dans cette salle. Aujourd'hui, ils font des congrès. Ils tiennent des congrès internationaux. Ils aiment même dire qu'ils ont, ce qui est paradoxal, des membres tout autour de la planète. Donc, je ne commenterai pas évidemment cette déclaration. Voilà. Et donc, même les groupes les plus minoritaires, défendant les propositions les plus exotiques, trouvent à essaimer leur point de vue au-delà de leur espace de radicalité. Et ça, je le disais, c'est vrai des anti-vaccins, par exemple. Il y a une belle étude. Oui, alors là, je mentionne rapidement cette slide. Hein, c'est le fait qu'en effet, cette disponibilité de l'information, elle amplifie ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire le fait que nous cherchions des informations qui vont dans le sens de nos attentes. Hein, et donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Et j'aime assez bien cette image qui le montre, en fait. Dans cet océan d'informations, nous constituons des positions d'insularité cognitive. Et précisément, lorsque nous sommes enfermés dans une chambre d'écho, nous pouvons être touchés par ces argumentaires qui, auparavant, ne nous auraient pas convaincus. J'ai parlé bien sûr des anti-vaccins, j'aurais pu parler des théories du complot, qui existent depuis bien avant Internet, mais qui étaient quand même relativement, on va dire, contingentées dans certaines minorités politiques ou radicales, voire religieuses, et qui aujourd'hui, les sondages le montrent aussi, ont largement essaimé au-delà de ce qu'on croyait être leur espace naturel. Alors voilà, ça c'est un signe de recherche, vous en avez c'est dans Science Mag, vous avez les références là, qui montrent comment les anti-vaccins versus les pro-vaccins qui sont en bleu, les anti-vaccins sont en rouge, bien comment les anti-vaccins sont beaucoup plus prosélytes que les pro-vaccins. Parce que les points verts, ce sont des pages Facebook, on va dire neutres. Et quand on étudie ces groupes, on s'aperçoit que, et pas seulement sur ce sujet, sur plein d'autres sujets, ces groupes ont la capacité, parce qu'ils sont motivés, et que c'est leur droit, c'est la liberté d'expression, ils ont plus de motivation que nous autres, la plupart du temps, pour aller vendre leurs produits sur le marché cognitif. Donc non seulement le faux bénéficie, si je puis dire, de ce que j'ai appelé la démagogie cognitive, c'est-à-dire d'un bon marketing, mais en plus, il a une équipe de VRP qui est particulièrement efficace. Et on le voit, je veux dire, les études, en l'occurrence, le montrent, y compris pendant la pandémie. C'est quand même un paradoxe absolu. C'est qu'on aurait pu, parce que la seule solution thérapeutique que nous avons tout de même face à ce virus, c'est quand même pour l'instant la vaccination. On aurait pu croire que le sentiment pro-vaccination l'aurait largement emporté et aurait même fait reculer jusqu'au point de non-visibilité le sentiment anti-vaccination, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a observé. Et d'ailleurs, quand je vous parlais de la surestimation des faibles probabilités, souvenez-vous ce qui s'est passé dans l'affaire AstraZeneca. Bien sûr qu'il y a des thromboses qui ont été mentionnées. Je ne sais pas si on a établi maintenant un lien de causalité tout à fait direct, peu importe. En tout cas, ce qu'on peut établir, et ce que tout le monde a établi, ce que le monde médical a établi, c'est qu'incontestablement, la balance des bénéfices est en faveur de la vaccination d'AstraZeneca. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les journalistes ? Ils ont exhibé les rares cas de thrombose qui peut-être étaient liés à la vaccination et ont fait reculer partout, et là aussi il y a une enquête de YouGov qui le montre, partout
la confiance que les individus avaient dans AstraZeneca, ce qui en période de rareté vaccinale était un vrai problème. Bon, on est en train de rattraper cette offre est de plus en plus abondante, mais dans la période de la rareté, ça veut dire qu'on a perdu un certain temps. Et perdre un certain temps en matière de santé publique, dans le cas où nous sommes, c'est forcément des morts. Donc il y a toute une série de décisions, y compris au niveau politique, et moi j'ai été, je l'ai dit d'ailleurs publiquement, abasourdi par la décision qui a été prise, même de suspendre seulement 2 jours le vaccin, parce que symboliquement c'était terrible ce qui a été fait, et de sorte que personne n'en veut plus, évidemment. Et en particulier les plus âgés qui seraient pourtant, il serait nécessaire prioritairement de les vacciner, évidemment, comme ce vaccin leur était finalement prioritairement destiné, eh bien on a un vrai problème sur certaines classes d'âge à ce propos. Alors, pour finir à peu près pour commencer à conclure mon propos, je dirais que je vous ai parlé donc d'intuition, et je vais vous montrer quand même que notre cerveau, pour vous le faire toucher du bout, non pas du doigt, mais du cerveau, notre cerveau est quelquefois, en effet, mal équipé pour répondre intuitivement à certaines choses. J'ai pris le problème le plus simple que je connaisse, pour qu'on ne se fâche pas, et je vous le livre. Je pense que certains le connaissent, mais peut-être que tous ne le connaissent pas. Je le lis donc. Une balle de baseball et une batte coûtent 110 € ensemble. La batte coûte 100 € de plus que la balle. Donc, combien coûte la balle ? C'est un des problèmes les plus connus, qui est même inclus dans ce qu'on appelle un test de CRT, vous savez, que les psychologues font passer. Et notre intuition, alors sans doute que vous êtes, rassurez-vous, je ne vais pas vous interroger, mais peut-être que vous dites, il ne faut surtout pas que je réponde 10. Mais le simple fait que vous disiez ça montre que votre intuition vous suggère 10. Simplement, vous êtes capable de rétro-juger parce qu'on est dans un espace social où vous savez que je vais essayer de vous tromper. Et comme nous avons une forme de grande intelligence, nous pouvons rétro-juger, nous savons aussi quelquefois reconnaître les conditions où il faut nous méfier de notre intuition. Et vous vous rendez bien compte que ce n'est pas toujours le cas dans la vie de tous les jours. Mais là, ça ne peut pas être 10 € la bonne réponse, puisque la batte coûte 100 € de plus. Si c'est 10 € la balle, donc ça veut dire que la batte coûterait 110 €. 110 plus 10, ça fait 120. C'est pas bon. La bonne réponse, c'est 5 €. 5 €, et donc la batte coûte 105 €. 105 plus 5 égale 110. C'est un problème de CM1 à peu près, de mathématiques. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, ni avec l'intelligence. Enfin, un tout petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails statistiques. Disons que le niveau d'études impacte tout de même notre capacité à résister à ces biais cognitifs, mais globalement, c'est un invariant mental. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que vous ayez pensé 10 en vous disant « il faut que je me méfie de cette réponse », parce que vous avez un cerveau normal, tout simplement, comme le mien. Nous avons un cerveau normalement constitué, donc nous pouvons sombrer dans ces biais cognitifs. Et bien précisément, la démagogie cognitive que j'évoque, elle, ce n'est pas la seule explication, mais c'est un des éclairages pour expliquer que le faux va plus vite que le vrai, et en particulier sur un marché dérégulé. Et pour vous montrer cela, pour vous montrer combien le fait de cadrer une information peut provoquer des réponses tout à fait différentes, voilà une expérimentation qui est intéressante, un petit dilemme. Il n'y a pas de bonne réponse là à cette question. Supposons que 600 personnes aient été exposées à une maladie mortelle, vous devez choisir entre 2 options. Sauver 200 personnes ou avoir 33% de chances de sauver tout le monde et 66% de chances de sauver personne. Il n'y a pas de bonne réponse en fait. Selon votre nature, vous allez risquer le tout pour le tout, avec la deuxième proposition, ou au contraire, minimiser les risques en disant je vais sauver 200 personnes et tant pis pour les 400 autres, n'est-ce pas ? Ça, c'est une présentation du problème. On a présenté à un groupe ce résultat. Okay, on leur a demandé de choisir. Et à un autre groupe, on leur a proposé ceci. Supposons que 600 personnes aient été exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre 2 options. Vous laissez mourir 400 personnes, mais 200 survivent. Il y a 66% de chances que tout le monde meure, mais 33% que tous survivent. Bon, comme c'est le même groupe, vous avez constaté que c'est exactement le même énoncé. Enfin, pas tout à fait. On a simplement changé le cadre de présentation du problème. Bien, ce changement de cadre, ce qu'on appelle le frame effect, ce simple changement provoque des réponses psychiques massivement différentes, puisque dans le premier cas, 72% des sujets choisissent la première option, alors que 78% dans le deuxième cas choisissent l'autre option. Donc vous voyez combien le cadre de présentation d'une information
peut nous induire, sans que nous en rendions compte, vers des conclusions très différentes. Il est donc évident que l'éditorialisation sur ce marché dérégulé est un des enjeux politiques majeurs de notre vie politique et de notre vie civilisationnelle en quelque sorte, si nous souhaitons évidemment rester en démocratie. Alors, pour conclure tout à fait, et je m'arrêterai vraiment là, je dirais que ce que j'ai donc à proposer d'appeler cette apocalypse cognitive, c'est-à-dire ce que révèle l'alignement de l'offre de toute chose sur toutes les demandes possibles, en l'occurrence d'information, le fait de cette révélation de certains des aspects obsessionnels de notre esprit, d'une part, n'est pas une fatalité en soi. Nous sommes cela, mais nous ne sommes pas que cela. Et voilà donc que sont révélés deux grands récits idéologiques de notre temps, dont nous devons, à mon avis, c'est la suggestion que je vous fais, nous méfier tout autant. La première de ces suggestions, c'est celle qu'on pourrait appeler le mythe de l'homme dénaturé. C'est-à-dire cette position qui vise à dire non, c'est pas vrai, tout ça c'est faux, tout ce que je viens de vous dire c'est faux, l'homme n'est pas comme ça. L'homme n'est pas comme ça, ce qui nous rend comme ça, c'est notre environnement social, c'est la logique de marché par exemple, c'est, prenons les religions par exemple, qui ont beaucoup des grands monothéismes, cherchent à nier par exemple notre compulsion pour la sexualité et cherchent à en faire un récit finalement qui serait celui de la tentation extérieure, du péché extérieur à notre nature. Ce ne serait pas dans notre nature d'être comme ça. Donc l'homme dénaturé, on pourrait même y voir quelques accents un peu rousseauistes, c'est une idéologie très forte. Et vous trouvez ce récit très fréquemment, y compris d'ailleurs parmi certains de mes contradicteurs, qui ont trouvé que ce livre était en soi un scandale politique. Ils l'ont écrit comme ça. Et ça, je pense que c'est un grand dévoiement, évidemment idéologique, car ce qui se poursuit ensuite, c'est une forme de politique fondée sur une anthropologie naïve. Si vous ne voulez pas regarder le reflet un peu grimaçant que nous renvoie ce monde numérique, vous allez produire des projets politiques qui nous font au mieux prendre le risque de la déception. Au pire, celui des massacres de masse, si vous ne rentrez pas dans cette anthropologie naïve qu'on a dessinée pour vous. De l'autre côté du spectre, il y a ce qu'on peut appeler les néo-populismes, c'est-à-dire des propositions politiques qui vous disent « ces traces que nous laissons, elles sont légitimes ». Elles cherchent à donner, ces propositions, une légitimité politique à ces traces. Elles disent en fond « nous sommes cela, nous sommes que cela, et ça c'est le peuple ». Et notamment, on le voit bien avec toute une série de leaders dont je n'ai pas besoin de rappeler les noms, je pense que vous les aurez en tête, et qui précisément misent sur le fait que le peuple a été trahi par les élites politiques et que dans le fond, il faut en revenir au bon sens populaire. Il y a même une association qui s'est fondée, qui s'appelle Bon Sens. Vous avez des gens comme M. Perron, etc., qui se sont tristement illustrés dans cette période pandémique. En revenir au bon sens, à l'intuition, c'est nous abandonner tout entier à ces biais cognitifs que j'ai mentionnés. C'est assigner par exemple au peuple le destin de l'irrationalité. Je ne vois pas plus grand mépris de classe que cette proposition intellectuelle, même si elle est portée parfois par ceux qui prétendent défendre le peuple. Vous le disiez André tout à l'heure, je pense que le rationalisme est un humanisme. Cette forme de proposition, c'est un nivellement par le bas. Ce que je crois, c'est que le rationalisme est une égalité par le haut. N'importe quelle personne, y compris quelqu'un qui est issu de milieux modestes, c'est mon cas en l'occurrence, peut accéder à des formes de raisonnement méthodique. Et c'est ce qu'il faut espérer pour lui. Ce sont les conditions sociales, les conditions d'éducation qu'il faut créer pour espérer résister à cette démocratie des crédules. Et donc il faut dire fermement, et vraiment je m'arrêterai là, que nous sommes cela. Nous sommes les traces que nous laissons dans le monde numérique, mais nous ne sommes pas que cela. Et il faut répondre cela à ceux qui prétendent que nous ne sommes pas cela, et de la même façon à ceux qui prétendent que nous ne sommes que cela. C'est donc une voie extrêmement étroite que celle du rationalisme aujourd'hui, mais je la crois absolument précieuse pour espérer se sortir de ce carrefour civilisationnel dans lequel nous sommes entrés en empruntant un chemin qui n'est pas désespérant. Voilà, je vous remercie.